Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission des rendez-vous de l'Église protestante unie. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux de la loi de 1905 relative à la séparation des églises et de l'État, dont nous commémorons le 120e anniversaire cette année. Alors pour évoquer ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Abel. Olivier Abel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Olivier Abel, on ne vous présente plus. Vous êtes professeur émérite de philosophie et d'éthique aux facultés de Montpellier-Paris, l'Institut protestant de théologie de Paris et Montpellier. Vous êtes un auteur prolifique de nombreux ouvrages, dont le dernier qui se nomme « La naissance, qu'est-ce que ça change ?», sorti l'an dernier chez Labor et Fides. Vous êtes vous-même protestant, fils de pasteur, élève, pour ne pas dire disciple du célèbre philosophe Paul Ricoeur. Vous êtes membre fondateur d'un organisme indépendant et citoyen intitulé « Vigie de la laïcité », qui a pour objectif d'apporter une expertise fondée sur la raison, la connaissance et le débat critique. Alors pour commencer, que pensez-vous de la situation actuelle de la laïcité en France ? C'est une question vraiment... On commence par une question difficile parce que c'est une question épineuse. Il y a des débats qui sont parfois pleins d'humeur et plein d'émotions, je dirais. Alors bien sûr, c'est très intéressant les émotions parce que ça veut dire qu'on touche à quelque chose de profond, à quelque chose de parfois même de sacré d'une certaine manière. La laïcité touche à l'identité de notre société, alors que je pense que ce serait bien que peu à peu cette question s'apaise et que la laïcité devienne, je dirais, un cadre de vie, un cadre constitutionnel, je dirais, un peu neutre, un peu neutralisé, un peu apaisé des grandes querelles de l'identité française. Mais je pense qu'il faut prendre cette situation telle qu'elle est et essayer de l'accompagner le plus loin possible dans les différentes directions vers lesquelles, justement, la notion de laïcité est tiraillée. C'est comme s'il y avait un conflit des interprétations et qui, d'une certaine manière, fragilise beaucoup la laïcité, parce que du coup, chacun la voit à son clocher, si j'ose dire. Mais en même temps, ça donne, du coup, une épaisseur au paysage de la société française qu'il faut prendre en compte, je dirais. Voilà. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Même s'il n'y a pas beaucoup de clochers sur les temples protestants, selon vous, pourquoi les protestants y sont attachés ? Est-ce que, là je m'adresse aux professeurs, est-ce une question d'éthique ? Est-ce une question de philosophie ou les deux ? Alors il y a d'abord une question d'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, les protestants... prenons juste l'exemple le mariage. Le fait que le mariage a été pendant tout le siècle de la révocation de l'Édit de Nantes et du désert, le monopole de l'Église catholique. Donc ceux qui se mariaient en protestantisme n'étaient pas reconnus, leur mariage n'était pas reconnu, les enfants étaient déshérités. Enfin, il faut imaginer. Donc l'attachement des protestants au mariage laïque, au mariage civil, qui est quelque chose qui a été apporté par la Révolution française et après qui a été repris par la République, ça c'est quelque chose de très fondamental, qui est d'autant plus facile en régime protestant que le mariage n'est pas un sacrement pour les protestants. Donc, au contraire, c'est une affaire publique, une affaire civile. Et déjà Calvin, à Genève, le disait que le mariage est une affaire de l'officier civil et pas des pasteurs. Donc vous voyez, c'est une vieille histoire, cette histoire de la séparation entre le mariage civil et le mariage religieux. Donc rien que cet exemple-là, mais en fait, tout au long du XIXe siècle, il y a, en protestantisme, il y a eu cette montée vers l'idée qu'il fallait absolument distinguer les églises et l'État et à conquérir une sorte de neutralité de l'État
et conquérir aussi la liberté de religion, la liberté de culte, donc aussi la liberté d'opinion, d'expression, de presse, etc. pour la pluralité des confessions qui étaient présentes dans la société française. À l'époque, c'était surtout le protestantisme et le judaïsme qui devaient conquérir leur espace de liberté face à un catholicisme trop dominant. Séparer le spirituel du temporel, mais aujourd'hui, il y a des voix un peu extrêmes qui disent que cette loi sur la laïcité serait une loi liberticide. D'après ce que vous venez de dire, je pense qu'on peut dire le contraire. C'est au contraire une loi de liberté. Alors aujourd'hui, il y a un énorme conflit aussi sur la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté ? La liberté, visiblement, pour Elon Musk et Trump, n'est pas la même chose que la liberté conçue dans les cadres de la pensée de tradition européenne, on va dire. Hein. Et peut-être que la liberté en Angleterre, en Allemagne, en France, même issue des Lumières, de l'Enlightenment ou de l'Aufklärung, ne sont pas tout à fait les mêmes choses. Il y a des décalages, même quant à la conception de la liberté elle-même. Donc je pense que c'est des débats qui sont intéressants. Alors, je ne sais pas de qui vous évoquez, qui dirait que la loi de laïcité est liberticide. Qui est-ce qui dirait ça ? On a entendu certaines organisations, pour ne pas les nommer, musulmanes, disant que le reproche qui leur est fait, c'est de ne pas pouvoir exercer leur religion comme ils l'entendent, et que la loi interdit aux musulmans de pouvoir pratiquer leur foi dans l'espace public, notamment. Oui, mais alors, dans l'espace public, la laïcité est assez claire. Il y a une liberté d'expression, il y a une liberté de communication, une liberté d'exercice de culte qui fait partie de la loi de laïcité. Ce qui n'est pas possible, c'est que la loi religieuse porte atteinte à à la neutralité de l'État. Là, il y a deux domaines vraiment distincts. C'est-à-dire, alors là où il peut y avoir un achoppement, c'est lorsque le culte déborde dans l'espace public. Voilà. C'est peut-être ça à quoi vous faites allusion. Mais il faut faire attention dans l'autre sens, c'est qu'il y a toute une conception actuelle de la laïcité, d'un certain laïcisme, qui voudrait qu'il n'y ait rien des religions qui apparaissent dans la société civile, c'est-à-dire dans l'espace public comme société civile. Et ça, ce n'est pas du tout la loi de 1905. Elle ne demandait pas ça. Les curés pouvaient continuer à avoir leurs insignes, leurs vêtements, les nonnes pareil, même les crucifix dans les salles de classe sont restés longtemps, même dans l'école publique. Hein, il faut pas. Enfin bon, c'était un peu plus complexe sans doute qu'on ne le croit aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a vraiment un mouvement très puissant pour interdire toute expression, toute forme d'expression religieuse dans l'espace public et dans la société civile. La société civile, c'est pas l'État. La société civile, elle est plurielle. Ricoeur l'appelait la nation. Il y a 50 ans, plus récemment, dans ses textes les plus récents, il parlait de la société civile et il dit, dans la société civile, on a besoin d'une laïcité de confrontation, une laïcité de pluralité. Alors que dans l'espace de l'État, dans les cadres de l'État et des fonctionnaires, là, on a besoin d'une laïcité de neutralité. Et donc, c'est deux niveaux de laïcité différents. La laïcité de la société civile et la laïcité de l'État. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt dans l'autre sens. Il y a deux choses qui m'inquiètent. D'une part, il y a l'emprise d'un véritable colonialisme islamiste soutenu par des pétromonarchies, soutenu par des plus grandes puissances. La Turquie, que je connais bien, j'ai habité en Turquie pendant 4 ans, j'ai enseigné là-bas, etc. Donc, je me méfie de ces entreprises-là qui instrumentalisent l'islam de France dans ces vues-là. Mais de l'autre côté, il faut faire attention à ça. Il faut pas... les protestants ont subi pendant un siècle l'interdit de montrer leur religion. Ils avaient le droit d'être protestants, mais volets clos, cachés chez eux, donc avec une obligation de secret absolu et donc une sorte de clandestinité. Il faudrait faire attention à ne pas imposer ça aux religions. Or, il y a une tendance aujourd'hui d'une certaine laïcité à demander cela. Je vais changer de sujet. Il y a un film qui fait controverse, Sacré-Cœur. C'est pas un film protestant. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrêté
pris par le maire de Marseille pour tenter d'interdire la projection de ce film. Alors, je ne connais pas cette histoire, je suis désolé. Ah bon Ouais. Et le maire de Marseille a voulu interdire sa projection. Bah oui, mais c'est tout à fait c'est la même question que ce que j'étais en train d'évoquer. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une tendance très forte à dire aux religions non, vous n'avez pas de garder votre religion dans un espace purement sacral à part, sacralisé à part, mais on ne veut pas le voir dans l'espace public, on ne veut pas le voir dans les médias, on ne veut pas le voir dans la société civile. Donc le cinéma, non. Dans la radio, non. Alors, il y a quelques émissions religieuses, mais très, très, très fermées, etc. Moi, je pense par exemple à l'émission de Pierre Juget de Lacombe sur France Inter le samedi matin, quand les dieux rôdaient sur la terre, une émission magnifique sur la mythologie grecque. Il est inimaginable de faire une émission du même genre sur les textes bibliques. Et moi, je trouve ça absolument lamentable et à la limite scandaleux. Parce que du coup, il y a une perte de culture biblique de notre société qui est absolument terrifiante et qui finit par être ruineuse, y compris pour la capacité de nos cultures à se défendre, y compris justement contre les offensives islamistes, etc. Donc voilà, ça c'est des choses qui m'inquiètent. Donc moi, je serais pour la liberté de projeter les films que l'on veut. Enfin, je n'ai pas vu ce film, hein. Peut-être que je le verrai, je serais tout à fait horrifié, mais je veux dire, liberté d'expression quand même, dans tous les sens, hein, d'ailleurs. Hein. C'est à nous de porter ça, de porter cette pluralité, d'être capable de porter cette pluralité. Les protestants ont été des acteurs majeurs dans le cadre de la loi, notamment des députés protestants nantais. Oui. De votre point de vue, qu'est-ce qui les a encore poussés à aller encore plus loin? Vous l'avez exprimé il y a quelques instants, mais politiquement. Ben, je pense qu'il y avait des raisons politiques, parce qu'il y avait vraiment... l'Église catholique était vraiment en situation de quasi-monopole. On n'imagine plus ce que c'était, combien ça a changé, combien le paysage a changé. Mais il y avait aussi des motifs théologiques qui, de l'intérieur, faisaient que la laïcité était aussi pensée comme valable. Tous les partisans de ce qu'on appelait les églises libres, les églises séparées de l'État. Et ça, c'était un débat qui traversait toutes les églises. Hein. Bon, c'était pas uniquement... donc, toutes les églises réformées, etc. Il y avait des débats pour dire, mais non, nous n'avons pas à être payés par l'État, nous devons être autonomes et être libres par rapport à l'État. Donc il y avait aussi ce discours qui, de l'intérieur des églises, a joué un très grand rôle. Et je pense que voilà, on a un petit peu oublié cet apport positif-là pour des motifs proprement spirituels et théologiques à la laïcité.
Vous êtes toujours sur Radio Fidélité dans l'émission des Rendez-vous de l'Église protestante unie et nous sommes toujours avec Olivier Abel pour parler des enjeux de la laïcité. Avant cette pause musicale, vous avez évoqué des mouvements un peu inquiétants venant de pays musulmans qui tentent un type d'entrisme. Et il y a eu un sondage IFOP sur la présence musulmane en France qui est aux alentours de 10%. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Parce que c'est un sondage qui visiblement fait polémique. Alors moi, je ne suis pas sociologue du tout. Je pense qu'on mélange sans doute, comme tout souvent dans les sondages, des choses un peu différentes. En tout cas, je ne parlerai pas parce qu'il y a des musulmans qu'il y a de l'entrisme. Moi, je fais une distinction très, très, très catégorique entre les menées colonialistes ou néocolonialistes ou presque impérialistes de grandes puissances musulmanes qui essayent, qui ont vraiment une action vers l'Europe, notamment qui est faible face à ça, et les colonies, le fait qu'il y ait des et d'ailleurs en plus il n'y a pas que des colonies, il y a aussi des gens qui se convertissent. Les colonies, c'est comme nous, il y a eu chez nous aussi des colonies qui sont parties s'installer, c'est des colonies de rescapés économiques, rescapés politiques, réfugiés politiques, réfugiés dissidents religieux aussi, qui arrivent et qui n'ont pas du tout une vue colonialiste. Ils sont là, ils sont musulmans, et moi je pense il faut qu'on s'appuie sur cela contre les autres d'une certaine manière. Donc c'est très important de créer ce qu'on appelait autrefois l'islam de France. J'ai beaucoup travaillé avec Régis Debray sur ces questions-là. On a besoin de penser ça. Mais il ne faut pas sous-estimer non plus, je dirais, l'agressivité néocoloniale aussi des États-Unis, du protestantisme fondamentaliste américain, qui pentecôtiste, entre autres. Qui est aussi un. Moi, j'aime beaucoup le pentecôtisme, mais j'ai envie de dire chez eux, quoi. Il y a une. Non, mais je dis ça, c'est même pas vrai. On a besoin d'eux aussi. Régis Debray m'avait dit, c'est bien, ça va vous réchauffer un peu. Il était drôle. Mais si vous voulez, en même temps, non, ce qui m'inquiète, c'est là où je dis qu'il y a quelque chose d'agressif, on le voit avec Trump, c'est que, en gros, les États-Unis peuvent dire, de toute façon, l'Europe, elle est débouchée, elle est immorale, elle est déchristianisée. Les néo-orthodoxes russes disent la même chose. Hein, et comme les néo-musulmans, on va dire. Il y a ce discours global qui vient de dire on est immoraux, on est débauchés, on n'est plus chrétiens, on est hypocrites. Et donc, voilà, tout ça, c'est... Et donc, et la Chine arrive là-dessus, et donc il y a une sorte de grand récit du ressentiment contre l'Europe dont on est en train de subir de tous les côtés les assauts. Et à un moment, il faut qu'on se défende. Voilà. Oui, alors quel remède Est-ce que la laïcité est un remède, déjà? Oui, mais je pense que la laïcité, d'abord, l'Europe, elle est foncièrement pluraliste. Elle est foncièrement tressée d'une pluralité de traditions qui ont appris à cohabiter. Et je pense que c'est notre force. Mais pour que ce soit fort, il faut que ces traditions soient vivantes. Le grand problème de l'Europe et le grand problème de la France, c'est d'avoir brisé les canalisations de la transmission par des milieux. La laïcité française, sa maladie, je dirais, c'est de ne vouloir voir que des individus. Il n'y a plus de milieu. Dès qu'il y a un milieu, c'est du communautarisme, si vous voulez. Mais comment est-ce qu'on va transmettre les grandes chanteuses américaines que nous aimons? Elles ont toutes appris à chanter dans leur paroisse. Quand on brise tous les milieux de transmission, il n'y a plus de culture vivante. La culture n'est plus qu'une je sais pas comment dire, quelque chose qu'on acquiert au supermarché, où on achète des disques, etc. Mais il n'y a plus de milieu créateur et vivant. Il n'y a plus de ce que Ricoeur appelait des fidélités créatrices. Donc je pense que la laïcité, il faut la refonder sur des fidélités créatrices, elles-mêmes plurielles. Il n'y a pas que la tradition des Lumières. Il y a la tradition de la Réforme, de la Contre-Réforme. Toutes les traditions qui se sont sédimentées en Europe font partie de l'identité laïque, de la pluralité de la société civile européenne. Et l'islam, maintenant, fait partie aussi de cette société-là. Il apporte aussi un fil. Mais pour qu'il soit vivant, il faut qu'il rencontre aussi en face des choses vivantes. Un catholicisme vivant, un protestantisme vivant. Voilà. En gros, c'est ça à mon avis, c'est ça le secret. Mon expérience en Turquie, c'est que la laïcité, elle est fragile dans un pays qui est monoculturel, parce qu'on a chassé toutes les minorités, et dans un pays dans lequel la laïcité n'est plus qu'un appareil, où l'islam n'est plus qu'un appareil idéologique d'État, et où la laïcité elle-même n'est plus qu'un appareil idéologique d'État. Moi, je pense qu'on fait une grosse erreur, je ne vais pas ouvrir, c'est un grand débat, mais je pense qu'Atatürk a fait beaucoup de mal à la laïcité elle-même, parce qu'il avait une conception de la laïcité qui était purement instrumentale.
Et de la religion aussi, purement instrumentale. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que la France n'est pas le seul pays laïque. Les États-Unis, contrairement à ce qu'on croit, c'est un pays laïque. Ah oui, il y a d'autres histoires de la laïcité. De la même manière qu'en interne, il faudrait faire raconter l'histoire de la laïcité par des protestants, par des juifs, par des catholiques, qui raconteraient des histoires différentes. On a besoin d'élargir notre récit de la laïcité française. La laïcité française elle-même a besoin d'entendre d'autres récits de la laïcité. Et je dirais, on a besoin de la correction mutuelle de ces différentes traditions. Parce que peut-être que nous, on voit des défauts de la laïcité, de la sécularisation anglo-saxonne, et eux, ils voient aussi des défauts que nous avons, nous. Et donc, on a besoin de cette correction mutuelle pour créer des sociétés, je dirais, à la fois profondément plurielles, mais aussi cohérentes, dans lesquelles vraiment il y a une véritable envie de cohabiter et d'échanger entre ces différentes traditions, et puis le droit d'être athée, le droit d'être libre-penseur, le droit aussi d'être des individus libres, des individus détachés de leur milieu, ça je le comprends aussi très bien. Mais voilà, l'interdiction des milieux, de tout milieu, de toute communauté, on ne veut voir que des individus libres, détachés, cette prétention à émanciper les gens même malgré eux, eh bien elle finit par faire une culture complètement stérilisée. C'est ça qui m'inquiète. Est-ce que la laïcité française peut encore inspirer les démocraties modernes ? Oui, je pense. Je pense qu'il y a dans la laïcité française, je dirais, une intensité, une tension, voilà, une intensité ou une tension entre la neutralité de l'État. À mon avis, je pense que la France a été très très loin dans la neutralité de l'État, beaucoup plus loin que bien des pays autour de nous. Il suffit de regarder l'Angleterre, où il y a donc une neutralité. Et je dirais peut-être que c'est du côté de la pluralité de la société civile que la laïcité française est fragile. Donc là où on est très bon, je pense, c'est sur les cadres, l'imposition verticale des cadres de la neutralité de l'État. Qu'est-ce que vous entendez par fragilité sur la pluralité ? Je pense qu'on n'est pas très... je pense que nous sommes finalement assez peu... Notre société, elle est encore elle est sortie du catholicisme, mais elle a gardé la forme moniste du catholicisme. En fait, de la même manière qu'autrefois la France devait être toute catholique sous Louis XIV, maintenant il faudrait qu'elle soit toute laïque, mais au sens où la laïcité serait à son tour une sorte d'identité. Mais comme si la laïcité n'était pas elle-même n'acceptait pas une pluralité de la société civile. Et je pense que là, il y a une fragilité. C'est pour ça que la fragilité que j'avais vue en Turquie, la fragilité de la laïcité que j'avais vue en Turquie, quand je suis arrivé en France, il y a 40 ans, je l'ai éprouvé pour la France aussi, en me disant, la laïcité, elle est fragile en France, parce que la France, quelque part, est restée un pays très monoculturel. Mais est-ce qu'elle n'est pas le témoin de notre temps, puisque en France, la majorité de la population est agnostique et n'épouse aucune confession ? Oui, mais l'agnosticisme, on croit que c'est la même chose. Quelqu'un qui est athée du catholicisme et quelqu'un qui est athée du judaïsme, c'est pas le même athéisme. Ou un athée du protestantisme. Je pense qu'on fait comme si c'était tout ça la même chose, l'agnosticisme. Non, je pense que c'est plus complexe que ça. Il reste un fond culturel catholique, comme il y a un fond culturel protestant, comme il y a un fond culturel juif, qui travaille en sous-main, même là où on est dans l'agnosticisme. Et voilà, il faut faire place à ces nuances qui font la vie, finalement, de la laïcité elle-même, et qui sont aujourd'hui souvent un peu déniées. Alors, pour les quelques minutes qui nous restent, ça fait une forme de conclusion. En quoi et comment les protestants peuvent-ils participer au débat, faire avancer la laïcité, des idées, des perceptions ? Les protestants sont à la fois une minorité, donc comme les musulmans, plus encore que les musulmans, comme les juifs. Bon. C'est une minorité chrétienne, donc ils sont à la fois mineurs, mais en même temps ils appartiennent à la culture majoritaire. Donc ils sont des traducteurs. Je pense que les protestants sont des traducteurs. Et je pense que le problème fondamental de la laïcité, c'est l'hospitalité mutuelle des différentes confessions, je dirais même plus large, parce que les francs-maçons aussi, enfin les agnostiques aussi, il y a des traditions des Lumières, il y a plusieurs traditions en France, et je dirais cette hospitalité mutuelle a besoin d'un travail de traduction mutuelle pour comprendre, parce que je pense qu'il y a un problème presque de langage.
La laïcité n'a pas le même sens, au sens où, enfin moi je donnais comme titre à ma conférence de ce soir, c'est ça que vous appelez la laïcité. Dire, mais moi je ne mettais pas le même mot, sous le même mot la même chose. Et je pense que voilà, très souvent, c'est ça, on a le même mot pour dire des choses différentes. Il faut apprendre à se comprendre et donc il y a besoin de traducteurs et les protestants peuvent être des bons traducteurs. Eh bien, Olivier et Abel, merci beaucoup pour cet éclairage. En effet, lorsque cette émission passe, nous saurons que vous avez donné une conférence le 9 décembre au Temple protestant de Nantes, le jour même du 120e anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'État. J'insiste, c'est des églises et de l'État. Et pour cela, nous vous en remercions. Merci de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission des Rendez-vous de l'Église protestante unie. Merci. C'était les Rendez-vous de l'Église protestante unie.